Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une sensibilisation à grande échelle et voici lancé le bataillon 2020 Covid-19. Plus de 2000 jeunes iront à l'assaut des villes et campagnes pour rendre les mesures barrières accessibles à tous. Ils porteront aussi assistance aux personnes en détresse. Les détails au travers d'une conférence de presse dont vous aurez la substance dans un instant. Couvre-feu, mise en quarantaine, les mesures se durcissent pour faire barrière à la propagation du Covid. L'autre paire de manches, c'est leur respect par les populations et les moyens mis en œuvre par l'État pour les y contraindre. Constat à Dédougou et Waiguia dans cette édition. Les États-Unis, désormais pour un port général du masque, les ravages du Covid se poursuivent avec près de 1500 morts en l'espace de 24 heures. Face à la rapide propagation, plusieurs commerces sont désormais à l'arrêt. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Les chiffres sur la situation du Covid-19 avant de poursuivre. 16 nouveaux cas confirmés, dont 14 à Ouagadougou et 2 à Zignaré, portant le nombre total à 318. 18 nouvelles guérisons pour un total de 66 et 0 décès. Quelles sont les implications réelles des mesures envisagées par le chef de l'État pour ce qui concerne le secteur de l'énergie? Le premier responsable du département en parle à la faveur d'une conférence de presse. 667 000 ménages sont touchés par les mesures d'accompagnement évaluées à près de 15 milliards de nos francs. Les réponses aux questions que vous vous posez et bien d'autres avec Nongba Kouda et Isia Kanana. Le patron de l'énergie donne plus d'explications sur les mesures annoncées par le président Roch-Marc Christian Kaboré en lien avec son département. Et c'est toute une batterie de dispositions décortiquées ici par Bachir Ismaël Ouedraogo. Les mesures au niveau de la Sonabel vont toucher pratiquement 90% de la clientèle de la Sonabel. En moyenne, un client de 3 ampères monophasé consomme autour donc de 6 676 francs CFA par mois, ce qui correspond à autour de 54 kWh. Dans le cadre de cette mesure, la gratuité va s'appliquer jusqu'à 7 132 francs CFA pour tous les clients. Pour les clients de 5 ampères à 10 ampères, en moyenne par mois, ils ont une consommation de 13 468 francs CFA. Et la mesure a promis un rabattement de 50% du coût du kilowattheure. Et dans ce cas, nous allons appliquer une gratuité de 7 331 francs, ce qui correspond à près de 56% de la moyenne en réalité. Pour les détenteurs de compteurs Cash Power, là également, pas d'inquiétude à se faire. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour une application diligente des mesures. Nous sommes en train de reprogrammer le logiciel de telle sorte que si vous voulez payer par Orange Money ou MobiCash ou avec votre banque, si vous devez payer jusqu'à 75 kWh, ça vous revient gratuit. Mais au-delà de 75 kWh, vous commencez à avoir le coût normal donc, que vous avez l'habitude de payer. Et nos techniciens sont déjà en train de travailler, ils sont à pied d'œuvre. Vous savez que nous devons tester d'abord le système parce qu'en cette période, il y a des esprits malins qui veulent profiter du système pour pouvoir tricher un peu. Donc il nous faut garantir que nous n'allons pas avoir des surprises désagréables. Les marchés ZEA ne sont pas en reste. Et selon le premier responsable du département de l'énergie, la mesure de gratuité de la tranche sociale va s'appliquer dans les mêmes conditions aux clients de 3, 5 et 10 ampères. À ces mesures s'ajoute la réduction du montant de l'ensemble des factures des coopératives d'électricité Coopel, correspondant à un cumul de plus de 515 millions de francs CFA. Au titre de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, l'on note la réduction de 50% du prix des kits solaires dans le cadre du projet Backup solaire. Toutes ces mesures dans le secteur de l'énergie vont ainsi coûter à l'État burkinabé environ 15 milliards de francs CFA et devraient soulager plus de 667 000 ménages sur la période allant d'avril à fin juin. Une contribution non négligeable dans la lutte contre le Covid-19, c'est celle du Conseil national de la jeunesse. Plus de 2000 jeunes sont mobilisés pour sensibiliser la population aux gestes barrières et porter assistance aux personnes en détresse. Tout cela à travers un projet dit Bataillon 2020 Covid-19. Plus d'explications avec Salif Belem et Mounira Kiri.
Cette conférence de presse sert de cadre pour lancer le bataillon 2020 Covid-19. C'est un projet du Conseil national de la jeunesse du Burkina pour contrer la propagation de la maladie à coronavirus. Le bataillon 2020 Covid-19 a donc pour mission de mobiliser la jeunesse sur le terrain de la sensibilisation et la diffusion des consignes sanitaires au sein des populations. Le bataillon 2020 Covid-19 consiste à mobiliser 1500 jeunes à travers le territoire national pour les questions de sensibilisation et les questions donc d'information sur les mesures sanitaires et hygiéniques à respecter dans tous les quartiers de Burkina Faso à travers nos bureaux régionaux, provinciaux et communaux. La deuxième activité consiste à mobiliser 600 jeunes volontaires qui vont assister des personnes en détresse. Et ces jeunes-là seront formés par le ministère de la Santé sur les conditions d'intervention. Et ces jeunes-là aussi vont participer donc aux appels urgents et à des assistances à des cas d'urgence. Et la troisième activité va consister donc à des dons un peu partout dans les quartiers à travers nos bureaux régionaux et provinciaux. Pour l'atteinte de ces objectifs, le bataillon 2020 Covid-19 bénéficie du soutien financier du PNUD et du FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Appel est lancé à la jeunesse burkinabé pour une forte mobilisation en vue de faire barrage au Covid-19. Et face à la crise sanitaire, le recours aux solutions endogènes s'impose désormais. C'est une autre catégorie de jeunes qui s'intéresse cette fois-ci à la fabrication du gel hydroalcoolique. Depuis le 1er avril, ils sont 50 à être outillés grâce au fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La cérémonie de clôture immortalisée par Salif Belem et Mounira Kiri. Phase théorique, puis pratique. Et ces jeunes et femmes maîtrisent désormais la fabrication des solutions et gel hydroalcoolique. Depuis le 1er avril, leur attention est focalisée sur l'identification des matériels et outils de production, les dosages et mélanges des réactifs, les techniques d'emballage des produits fabriqués et évidemment sur les gestes barrières à même d'éviter la propagation du Covid-19. Désormais, nous savons comment fabriquer la solution hydroalcoolique. Premièrement, si on a tout l'équipement qu'il faut, on peut la fabriquer en quantité nécessaire pour distribuer dans nos familles autour de nos connaissances et pourquoi pas aller au-delà des marchés, des associations, des sinistrés qui sont là. Pour ma part, je suis leader d'une association et nous envisageons de lancer une fabrication en petite quantité afin de disponibiliser ça dans notre commune, qui est la commune rurale de Sanva. À la manœuvre, le ministère en charge de la jeunesse à travers le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il s'agit de contribuer à disponibiliser la solution et le gel hydroalcoolique au profit des populations, surtout celles à revenus modestes. Nous avons pensé qu'il était bon de les former, puisque vous savez bien que le gel manque sur le terrain et les prix montent. Et nous avons donc pensé qu'il était intéressant de les former dans ce sens-là. Et aujourd'hui, les produits qu'ils vont donc pouvoir fabriquer seront distribués gratuitement. 50 jeunes et femmes de la région du centre prennent part à cette session. Des dispositions seront prises, selon le ministre Thiam Touré, afin que les jeunes des 12 autres régions du Burkina puissent bénéficier d'une telle formation sur la fabrication des solutions et gels hydroalcooliques. Et pour faire face à la crise, plusieurs régions s'impliquent avec à la clé des plans régionaux de riposte. Pour ce qui concerne la région du centre, plusieurs actions sont à noter, comme la dotation des centres de santé de matériel de protection, la mise en place d'un dispositif de surveillance ou encore la formation des agents de santé. Nous en apprenons davantage sur ce plan avec Urbain Benito Somé et Mounira Kiri. Face à l'épidémie à coronavirus, les régions du Burkina s'organisent. Dans la région du centre, le comité régional de gestion des épidémies ou comité de riposte tient ici sa première rencontre. Et au niveau régional, nous sommes chargés d'appuyer l'ensemble des activités qui sont faites au niveau national. C'est ainsi que nous participons à l'investigation des cas, et investigation qui s'entend avec le prélèvement,
la confirmation des résultats, des résultats de ces prélèvements que nous transmettons donc au niveau du chorus, et bien sûr le suivi des contacts, la gestion des infections à travers la prévention et le contrôle des infections. Et depuis le dimanche dernier, le comité de riposte de la région du centre a reçu plus de 150 alertes et procédé à 70 prélèvements. Et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, du matériel de protection sera offert aux centres hospitaliers universitaires et centres médicaux avec antenne chirurgicale. 600 agents de santé seront formés pour une meilleure prise en charge des patients atteints du Covid-19. Vous l'aurez noté, nous étions plutôt avec Oumou Sissé. Et dans le Sahel, il est aussi question d'orienter et de coordonner la surveillance épidémiologique dans la région. Le comité régional de gestion des épidémies s'y penche à la faveur de sa première session tenue ce 3 avril. Elle est financée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le compte-rendu depuis Dori de Hamzad, Ganamé et Pinidieyan. Le comité régional de gestion des épidémies de la région du Sahel renforce ici les capacités de ses membres afin de lutter efficacement contre le Covid-19. La rencontre sert de cadre aussi pour le comité de faire le point et prendre des mesures idoines pour la poursuite sereine de la riposte contre cette pandémie. La situation, celle que nous vivons aujourd'hui donc, qui nous impose de nous regrouper toutes les compétences présentes pour très rapidement déjà nous mettre au même niveau d'information et prendre des conseils, des instructions, disons perspectives, des pistes avec les techniciens pour nous permettre de faire face de façon efficiente à la situation que nous vivons. Aujourd'hui, la région du Sahel a deux ennemis principaux. Nous en avions un, ce n'était pas déjà facile. Nous en avons aujourd'hui un deuxième. Nous devons faire en sorte que, avec les moyens que nous avons, que nous puissions faire face à ces deux ennemis-là. Pour l'instant, la région du Sahel enregistre 0 cas de Covid-19 selon le comité. Mais face à la propagation rapide du virus, le comité demande l'engagement de tous. Il s'agit pour nous également de nous assurer que le dispositif de prise en charge est fin prêt, de voir comment est-ce qu'il peut être renforcé davantage et être présent aussi bien à Djibo, à Gorom, à Seba, comme ça l'est aujourd'hui de façon très renforcée au niveau du centre hospitalier régional de Dori. Il s'agit enfin pour nous de voir comment est-ce que les différentes collectivités peuvent aider l'État à assumer bien sûr tout ce qu'il y a comme rôle qui lui revient dans un contexte où il y a des restrictions de liberté. Cette rencontre est financée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, engagée dans la lutte contre le Covid-19 au Sahel. Dès lors, toute action de bonne volonté est souhaitée afin de contrer le coronavirus dans la région du Sahel, foi du comité régional. Le Dima de Zungantenga, roi de Tenkodogo, qui s'engage pour la sensibilisation de la population face à la pandémie, il appelle à un changement de comportement et au respect des mesures. Message porté lors du traditionnel conseil du Collège des Sages qui se tient tous les vendredis. Hassan Gepré Tangakafando. Aujourd'hui, comme tous les vendredis au palais de Nabadji-Mpolé, c'est le jour où le Dima reçoit le Collège des Sages composé de ministres, de chefs de canton, de villages et de quartiers. Coronavirus oblige, les habitudes ont changé. Désormais, il faut passer devant ce dispositif, se laver les mains avant de franchir le portail du palais. Une fois le conseil installé, le Dima passe en revue les questions d'ordre général dans le traditionnel cérémonial avant de venir au sujet clé de l'heure, la pandémie du Covid-19 qui sévit le monde entier. Le Dima est formel, il faut prendre l'affaire au sérieux et respecter strictement les consignes édictées par le gouvernement. Pour gouvernement, Barak Nanana, nous
Nous tenons à féliciter le gouvernement pour les efforts que nous constatons dans la lutte contre cette pandémie. Le Covid-19 est partout au Burkina comme dans tous les pays du monde. Nous allons demander à Dieu et aux mains des ancêtres de nous aider à bouter cette maladie hors du Burkina. Nous demandons aux populations de la région du centre-est et du Burkina en général de prêter une oreille attentive au conseil des agents de santé et de respecter scrupuleusement les consignes. Chacun doit sensibiliser sa famille, son voisinage, son quartier, sa communauté, pour qu'ensemble nous arrivons à bout de cette pandémie au Burkina. Le centre-est connaît pour l'heure 0 cas de Covid-19, mais le DIMA, tout comme les autres acteurs, misent sur la sensibilisation pour les changements de comportement depuis la capitale jusqu'au hameau de culture de son royaume. L'on apprend également ce jour que la Fédération des associations islamiques du Burkina maintient jusqu'à nouvel ordre les mesures anti-propagation édictées, à savoir la suspension des prières sur toute l'étendue du territoire et la suspension des cérémonies collectives nécessitant un rassemblement de plus de 50 personnes. Nous repartons à Tenkodogo où le dicton « Mieux vaut prévenir que guérir » est plus que jamais d'actualité. 0 cas de Covid et c'est le moment d'accentuer la sensibilisation à l'adoption des bons gestes et au changement de comportement. Un tour au marché central pour vous en convaincre avec Hassan Guébré et Tanga Kafando. À l'entrée du marché central de Tenkodogo, un dispositif de lave-main, un agent de sensibilisation. Objectif, cultiver les bons réflexes chez les commerçants et les clients en ces moments de la pandémie du Covid-19. Des réflexes que certains ont déjà intégrés, comme c'est le cas ici avec cette commerçante, qui oblige tout client à se laver les mains avant de s'intéresser à ses marchandises. C'est pour nous protéger du coronavirus et également protéger mes clients. Si un client porte le virus, s'il touche à mes marchandises sans se laver les mains, il va me transmettre le virus et également aux autres clients à partir de mes marchandises. C'est pour éviter tout ça que nous avons imposé le lavage de mains à nos clients. Nous avons été tous sensibilisés ici au marché. Et voilà pourquoi nous avons tous adopté cette attitude. Si certains intègrent progressivement les bons réflexes et les consignes, ce n'est pas le cas chez beaucoup d'autres. Et il faut continuer la sensibilisation. Il y en a qui n'écoutent pas, mais il va falloir que tout le monde fasse comme nous. Parce que si le virus entre ici, nous serons tous obligés de fermer. Et ça sera compliqué pour tous. Au regard de la situation, la menace de fermeture plane sur le marché de Tenkodogo et les commerçants entendent mieux s'organiser pour sensibiliser les pairs à l'application des mesures de prévention. Autre lieu, autre constat, mais cette fois-ci sur la quarantaine. À l'instar de plusieurs villes ayant au moins un cas de Covid, celle de Dédougou y est soumise depuis le 24 mars dernier. Une semaine après cette décision, l'on s'est demandé si l'application était effective. Eh bien, pour y répondre, notre équipe sur place a fait le tour des péages et des postes de contrôle de la ville. C'est dans ce dossier que nous proposent Yves Rwamba et Karim Ouetraogo. Fayard Kativor croyait avoir fait le gros du travail. Il a quitté Cotonou au Bénin pour Guibasso. Il a pu franchir toutes les barrières jusqu'au poste de contrôle sur l'axe de Dougou frontière du Mali, sur la route nationale numéro 14 où il est bloqué. Ils ont dit qu'on ne peut pas entrer. Maintenant vous allez faire comment? Je suis obligé de retourner. Je ne suis pas le seul. Il y a certains collègues, ils ont eu chaud la semaine passée. Il va se débrouiller, repartir en ville. Les consignes sont les consignes. Personne n'est content de la situation qui est là, mais nous sommes tenus au respect des consignes quand même. C'est dans les voyages et autres là que les gens arrivent à se débrouiller. Mais à l'impossible, comme on dit, nul n'est tenu. Awazongo, elle, vient de Souri, village situé à quelques kilomètres du péage.
Elle a préféré contourner le poste de contrôle. Je ne suis pas passé par le péage. Il me manque la farine, sinon depuis le début, je ne suis jamais allé en ville. Seuls les transports de marchandises sont autorisés au niveau des différents postes de contrôle. Dans l'ensemble, la mise en quarantaine est bien respectée ici à Dédougou selon les premiers responsables. En dehors des véhicules de transport de marchandises, là, personne ne passe. Nous, notre travail, c'est de les refouler. Si tu viens de vers Nona, tu repars vers là-bas. Tu viens de la ville, tu repars en tout cas en ville. Selon le premier responsable de la région, il n'y a aucun laissez-passer pour personne. Nous avons même reçu certaines personnes qui sont venues nous voir pour demander de laisser passer. Nous avons dit que nous ne pouvons pas leur octroyer ce laisser-passer. Parce que nous, en tant que premiers responsables, nous devons être les premiers justement à respecter donc cette mesure de quarantaine. Alors, des instructions ont été données au FDS pour le respect strict donc de ces mesures. Tous les jours, le point est fait pour évaluer. Depuis que la mesure a été prise, nous n'avons pas délivré d'ordre de mission pour un DR ou pour un quelconque fonctionnaire. Donc ça veut dire que à ce niveau, celui qui arrive à franchir, bon, c'est que quelque part il y a un problème. Dans certains postes de contrôle, comme sur l'axe de Dougou-Bobo-Dioulasso, certains cas sont tolérés. Les différents majors, les différents CSPR de villages environnants qui viennent se ravitailler au CHR ici. Il y a des villages qui sont à 1 km du péage, ils quittent Souris juste pour aller faire des achats au marché de Dédougou. Bon, si c'est des cas de maladie, peut-être quelqu'un pour évacuer des gens qui sont quittés dans un village avec un malade, nous facilitons le passage et nous les sensibilisons. Amadou Sidibé, lui, vient de Bobo-Dioulasso et doit continuer à traîner dans le Sourou. On a tué mon grand frère. Les enfants sont à Bobo. Comme ils ne peuvent pas venir, je suis allé à moto et je retourne à Tuini. Depuis Bobo, quand j'explique, on me laisse passer. Alice Compaoré est allé payer les produits pharmaceutiques et Mahamoudou Kindo du matériel de soudure à Dédougou. Habitant des villages à quelques encablures de Dédougou, il bénéficie donc de cette faveur. À la date du 1er avril, la ville de Dédougou enregistre 3 cas de Covid-19 et cette mise en quarantaine de la ville vise à limiter la propagation de cette maladie. Et quid du respect du couvre-feu à Waiguia? Pour sûr, la gendarmerie poursuit ses contrôles et sensibilisations à l'égard des retardataires pendant les patrouilles. C'est le constat qui est dressé par Irénée Kaboré et Karima Bikenga. Waiguia, au 13e jour du couvre-feu. 19h moins le quart. C'est la course contre la montre dans les artères de la ville. Il faut respecter à tout prix l'heure du couvre-feu. Mais à 19h05, Aminata est toujours dehors. Sa raison, une pénurie d'eau. C'est faute d'eau que nous sommes toujours dehors. Nous venons juste d'avoir l'eau. 20h, c'est l'heure des consignes à la gendarmerie avant la patrouille. Si au cours de votre patrouille, vous trouvez des personnes en détresse, c'est de votre ressort de les secourir. Vous vous rendez compte, ne prenez pas d'initiative malheureuse. Chemin faisant, les pandores tombent sur des retardataires, comme ce jeune homme. Il demande une faveur au capitaine Sanon pour récupérer sa commission. Mais non, il est simplement prié de respecter la mesure. On va seulement demander aux populations de continuer à respecter cette mesure de couvre-feu parce qu'il y va d'une question de santé publique. Voilà, donc plus de civisme, plus de respect de la norme. 2 semaines après son entrée en vigueur, le commandant de la gendarmerie fait un bilan satisfaisant du couvre-feu à Waiguia. Il fonde surtout l'espoir sur le civisme des populations pour barrer la route au Covid-19.
Le gouvernement qui rappelle d'ailleurs que le couvre-feu est toujours en vigueur, contrairement à une certaine rumeur qui circule sur sa levée. Au registre Solidarité, ce sont 100 tonnes de vivres qui sont offertes ce 3 avril aux commerçants des 36 marchés hier fermés de la ville de Ouagadougou. Un geste qui porte l'identité de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La remise avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. La fermeture de 36 marchés Zeyar de la ville de Ouagadougou a laissé beaucoup d'acteurs du secteur informel dans le désarroi. Certains d'entre eux n'arrivent plus à joindre les deux bouts. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina offre ici 100 tonnes de vivres aux plus vulnérables de ces marchés. Étant un pays de solidarité et par rapport à nos us et nos coutumes et à notre fonction de lutte considérée, qui n'est pas uniquement de chercher de l'argent, mais de quand même aider l'État dans des volets sociaux à des moments très difficiles que nous avons fait ces gestes pour nos acteurs, pour les soulager un temps soit peu. Des dons qui iront à ceux qui en ont le plus besoin dans ces moments difficiles. Je pourrais vous rassurer qu'en association, en collaboration avec vos différentes associations, ces vivres vont parvenir aux personnes les plus démunies dans nos marchés qui sont fermés. Nous allons vous faire une compte rendu de 700 tonnes de vivres. Combien de personnes ça va aider dans l'économie informelle? Ceux qui en ont vraiment besoin, nos mamans, nos frères, nos papas, les vœux. Et pour le maire de la ville de Ouagadougou, ces dons, en plus des mesures sociales d'accompagnement du secteur informel, viendront soulager les acteurs avant la réouverture des marchés Zeyar. La chambre consulaire de Bobo qui emboîte également le pas de la CCIBF avec cette fois-ci une enveloppe de 120 millions de nos francs. La somme devrait contribuer à la lutte contre la pandémie et soulager les populations démunies. La remise immortalisée par Kassoum Milogo et Ali Traoré. La Chambre consulaire régionale des Hauts-Bassins, aux côtés des acteurs de lutte contre le coronavirus et les populations affectées par la paralysie de l'économie. Cette structure fait parler son cœur avec une enveloppe de 120 millions de francs CFA, dont 50 millions affectés au comité régional de gestion des épidémies. Il y a des personnes qui vivent au jour le jour dans les différents marchés. D'autres viennent au marché, ce n'est pas parce qu'ils ont de la marchandise, c'est tout simplement parce qu'ils viennent en prendre à gauche et passer à droite et gagner le quotidien et rentrer chez eux. Ces personnes sont vulnérables, raison pour laquelle nous avons appelé nos ressortissants qui ont apporté 120 millions de francs qui ont été répartis, 50 millions pour le comité régional de lutte contre le Covid-19. Le reste de l'enveloppe servira à acheter 200 tonnes de riz pour des populations qui souffrent actuellement de la situation. Il s'agit notamment des commerçants affectés par la fermeture des marchés et les taximens. Il faut noter que ces vivres seront distribués dans les 3 villes, à savoir Oundé, Orodara et Bobo-Dioulasso, qui sont concernés par les fermetures de marchés dans les hauts-bassins. À Zorgo, le district sanitaire est bénéficiaire d'un lot de matériel de protection grâce à l'association pour le développement du Ganzourgou. Il est estimé à plus de 8 millions de francs CFA. Alidou Badini et Estelle Judith Assokba. Deux cas confirmés à Zorgo dans le Ganzourgou, c'est la situation du Covid-19 dans cette province. Dès l'annonce de ces cas, les membres de l'association pour le développement du Ganzourgou se mobilisent pour barrer la route à ce virus. Ils remettent ici un lot de matériel de protection d'une valeur de plus de 8 800 000 francs CFA. Ce n'est qu'une première phase. Et ils ont demandé donc des appareils de stérilisation, un certain nombre d'éléments qui, en plus de ce qu'on a l'habitude de donner, à savoir les gels, les gants et autres, devront leur permettre d'être beaucoup plus opérationnels et beaucoup plus protégés. Quarantaine oblige, c'est à Ouagadougou que le lot de matériel a été remis au haut-commissaire de la province du Ganzourgou, en présence du médecin-chef du district sanitaire. C'est l'occasion pour nous de dire merci à l'association qui a été très prompte quand nous avons exprimé le besoin. Aussitôt réceptionné, le lot de matériel a été acheminé à Zorgo.
L'objectif de l'association est de contribuer à réduire la propagation du Covid-19 dans les 8 communes de la province en y menant des activités de sensibilisation à titre de prévention. Dans l'élan de solidarité, les entreprises privées ne sont également pas en reste. Plus de 33 millions et de l'eau minérale remis au ministère de la Santé grâce à TM Diffusion et Koyamba Service. Le témoignage de Roger Kam et Estelle Judith Aksokba. La chaîne de solidarité se poursuit au ministère de la Santé. L'entreprise Koyanga Service a aussi fait parler son cœur. Cette société de fabrication d'eau minérale remet un chèque de 3 500 000 francs CFA et un lot de matériel de protection. Idéal a apporté 12 000 bidons, plus un chèque de 3 500 000. C'est une contribution pour nous au combat qui est en train de se dérouler. TM Diffusion apporte sa part de contribution dans le combat contre le Covid-19. Cette entreprise spécialisée dans le domaine de la fourniture des réactifs et des équipements médicaux offre un chèque de 30 millions de francs CFA au ministère de la Santé. TM Diffusion va plus loin dans son soutien. Cette entreprise collabore avec une firme pharmaceutique qui va bientôt mettre à la disposition des acteurs de la santé des tests rapides. J'ai parlé de firmes pharmaceutiques avec lesquelles nous travaillons, notamment la firme Abbott qui est spécialisée dans la production des tests rapides. Elle le fait déjà dans le cadre du VIH-Sida et elle est le leader mondial. À cet effet, elle est en train de développer un test de dépistage rapide. Les premiers essais sont assez concluants, mais ils ont décidé que tant qu'ils n'auront pas l'homologation CE et la recommandation OMS, ils ne la mettraient pas sur le marché. Vous entendez certainement parler de gauche à droite qu'il y a plein de tests. On ne veut pas ça ici, on veut avoir un test de qualité et nous pensons que d'ici au 15 ou 20 avril, le test sera disponible. Mais en attendant le test, la population est invitée à respecter les mesures de prévention. Hors de chez nous, les journées sont de plus en plus difficiles pour les États-Unis dans la tourmente. Près de 1500 décès en 24 heures. Le port du masque est désormais recommandé pour tous, surtout à New York, la ville la plus touchée. Des commerces à l'arrêt aux États-Unis où le dernier bilan du coronavirus fait état de près de 1500 morts en l'espace de 24 heures pour un bilan total de plus de 7400 décès. Face à la rapide propagation de l'épidémie, les autorités de santé américaines ont changé de discours sur le port du masque qu'elles recommandent désormais non plus seulement aux malades et au personnel soignant, mais au grand public. Donald Trump prend acte, même si lui-même ne compte pas en porter, du moins pour l'instant. Personnellement, dit-il, je vais bien, mais je ne me vois pas porter un masque. Je changerai peut-être d'avis. À New York, ville la plus touchée par le coronavirus, le maire de la ville avait été l'un des premiers à inciter la population à porter un masque pour limiter les risques de transmission. Cette crise sanitaire continue de bouleverser les marchés financiers. Wall Street a encore clôturé en baisse après la publication des chiffres de l'emploi catastrophiques. 10 millions d'Américains se sont inscrits au chômage en 2 semaines. Place à présent à la page entretien consacrée au Covid, mais aussi à vos questions. C'est avec Jean-Emmanuel Ouetraogo. Nous retrouvons le docteur Brice Bikaba, médecin épidémiologiste et directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Bonsoir docteur. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors les téléspectateurs ont de nombreuses préoccupations. Tous les jours, on en reçoit des centaines. Nous avons sélectionné quelques-unes parmi les plus récurrentes. Première question, comment faire la différence entre une toux ordinaire et une toux, disons, de coronavirus? Merci bien Jean-Emmanuel pour cette question. Il n'y a pas de grande différence entre une toux ordinaire et une toux due donc au coronavirus. Donc en présence de toux, en présence de fièvre, et si nous avons été en contact avec une personne ayant présenté la maladie, il faut soit appeler le 3535 ou se rendre dans une formation sanitaire pour être pris en charge immédiatement. Le conseil que l'on peut donner, si vous pensez que vous êtes suspect de coronavirus, d'être atteint de coronavirus, du Covid-19, il faut adopter les mesures de protection pour vous-même, mais également pour que cette maladie également n'atteigne pas d'autres personnes, en respectant les mesures de distanciation physique. Docteur, autre question. Beaucoup voient qu'on a des guéris, en tout cas tous les jours, ce qui est une bonne nouvelle.
et ils ont envie de savoir avec quoi on les soigne, puisqu'on dit que la maladie n'a pas de remède. Oui, merci bien Jean-Emmanuel. Il faut dire que, comme on le sait, c'est une maladie virale qui est bénigne dans 80% des cas, c'est-à-dire qui passe donc de manière sans problème. Les personnes donc, ont une réponse immunitaire qui permet de guérir de la maladie. Mais dans 20% des cas, on sait donc qu'il y a donc des signes et dans quelques 5%, il y a des complications. Voilà. Donc, de manière globale, nous avons au niveau du Burkina Faso un protocole de prise en charge qui est un traitement qui prend en compte non seulement les symptômes, et depuis, bien sûr, la dernière session du Conseil des ministres, instruction a été donnée pour qu'on puisse également utiliser donc, la chloroquine et l'azithromycine pour les cas donc, qui sont hospitalisés. Donc, mais je rappelle que tous ces cas sont pris en charge de manière gratuite au niveau d'une formation sanitaire. Docteur, un autre téléspectateur a envie de savoir, il a entendu parler de l'apivirine. Est-ce que vous utilisez ce médicament aujourd'hui? Oui, l'apivirine est utilisée au niveau du Burkina Faso dans un cadre expérimental, dans un cadre de recherche. Donc il faudra attendre dans quelques semaines à quelques mois pour avoir un retour donc, de l'utilisation de l'apivirine et avoir une recommandation au niveau pays par rapport à ce médicament qui est utilisé. Docteur, pour finir, est-ce que les voisins sont exposés lorsqu'une famille est touchée et que la maison n'a pas encore été désinfectée? De manière globale, il faut dire que la désinfection fait partie du processus de prise en charge des patients. Lorsque vous appelez le 3535 et que l'équipe se rend dans votre domicile, fait les prélèvements et que vous êtes confirmé positif, en même temps, toute votre maison est désinfectée et vous êtes donc conduit dans une structure sanitaire pour être pris en charge. Il n'y a pas de raison de faire de la stigmatisation par rapport donc, à ceux qui sont positifs, parce que nous avons relevé des cas où certaines personnes en location ont été menacées d'être expulsées parce qu'elles ont été donc testées positives. Le conseil que nous donnons, ceux qui sont testés positifs, rendez-vous, appelez le 3535, on va vous conduire donc dans un hôpital donc au CHU de Tengango ou dans la clinique Avocat 2000 pour être pris en charge de manière adéquate. Prenez également les mesures de précaution pour ne pas donc contaminer les autres, l'hygiène, les mesures de distanciation physique et bien sûr en portant donc un masque pour ne pas contaminer les autres lorsque vous allez éternuer ou tousser. Voilà. Je précise parce que c'est téléspectateur, peut-être qu'il a... En fait, la question c'est de savoir est-ce qu'il peut peut-être rendre visite à cette famille, est-ce qu'il peut aller dans cette famille. Voilà. Il est conseillé de ne pas avoir de contacts rapprochés. Donc il ne faut pas, jusqu'à ce que la famille, le cas donc soit guéri, il ne faut pas donc aller rendre visite à la... Voilà. Il faut respecter les mesures de distanciation physique. Donc il ne faut pas rendre visite à la famille en question. Attendez la fin, la période, lorsque la personne sera confirmée guérie, pour donc lui rendre visite. Merci, docteur Brice Bikaba. Mesdames et messieurs, si vous avez aussi des questions, vous pouvez nous les envoyer. Je rappelle le numéro WhatsApp 01 30 30 30. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à demain, Dieu voulant.